Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emal Takia, je suis heureux de vous accueillir au 5e webinaire mensuel de Forum France-Inde. Tout d'abord, je rappelle à celles et ceux qui sont avec nous pour la première fois, les Forums France-Inde sont une initiative de quelques amis de l'Inde permettant d'approfondir les relations entre les sociétés indiennes et françaises et de diffuser à travers une plateforme Internet. Les webinaires mensuels viennent alimenter cette plateforme et on commence peu à peu à publier des articles, des témoignages et relayer des informations sur des aspects méconnus de la société et de la politique indienne, évidemment. Le thème de ce webinaire est devenu très brûlant car depuis quelques semaines, l'actualité s'est emballée, comme vous connaissez déjà, à cause de la guerre en Ukraine, évidemment, il y a l'arrêt des exportations et les récoltes de l'Ukraine et de la Russie, alors qu'en 10 ans, les volumes de céréales exportés ont été multipliés par 3 fois, imaginez. Alors en 2021, celle-ci représentait ainsi 50% de tournesol et selon les estimations, la Russie et l'Ukraine représentent environ un quart de toute l'exportation de blé dans le monde. Donc, le défi est quand même énorme. Début mai, le Premier ministre indien Modi déclarait que l'Inde pouvait nourrir le monde si l'OMC le permet. Or, quelques jours après, l'Inde avait annoncé une suspension des exportations de blé. Alors, la situation maintenant est très paradoxale. Il y a une expression en Inde qu'on peut dire n'importe quoi et l'inverse sera la vérité aussi. Premièrement, selon des estimations, il y a 200 millions de personnes sous-alimentées alors que les récoltes ont été très élevées jusqu'à l'année dernière. Deuxièmement, la contribution de l'agriculture dans le PIB indien est faible et c'est par rapport à la population agricole. C'est environ la moitié de la population indienne dépend sur l'agriculture. Et au contraire, la contribution dans le PIB, c'est environ 15%. Troisièmement, on va parler de la révolution verte parce qu'il y a quelques années, la révolution verte était censée régler la question de la sécurité alimentaire et on va examiner les effets de la révolution verte. Et dernièrement, il y avait une grève inouïe des paysans dont certains ont dit qu'il s'agissait de la plus grande grève dans l'histoire du monde et qui a fait reculer le gouvernement aussi. Donc avec ce contexte et cet arrière-plan, nous avons invité 5 experts pour décrypter cette situation tellement complexe en Inde sur le plan économique, politique ainsi qu'humanitaire. On va essayer de voir comment ce pays peut durablement nourrir sa population de 1,4 milliard de personnes, un sujet qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui prend une ampleur très importante. Donc, sur ce plateau ce soir, nous sommes accompagnés par Claire Aubran, qui est professeure à l'Institut Agro-Montpellier et chercheuse associée au Centre des sciences humaines de New Delhi. Bonsoir et bienvenue. Audrey Boulot, responsable de programmes internationaux à l'ONG SOL. Bonsoir Audrey et bienvenue. Julie Jacquet, doctorant à l'Université de Nanterre et spécialiste de problématiques agricoles en Asie du Sud-Ouest. Elle va nous joindre sur WhatsApp parce qu'il y avait des problèmes de connexion en Inde. On a aussi accompagné par M. Christophe Gerfelot, l'auteur de l'Inde de Modi et président de l'Association française de la science politique et fondateur du Forum France-Inde également. Merci Christophe. Et last but not the least, comme on dit,
On avait Frédéric Landy sur notre plateau, professeur à l'Université de Paris-Nanterre, chercheur associé à l'Institut français de Pondichéry et au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Alors, on va commencer avec vous, Frédéric. Frédéric, vous êtes auteur de 1 milliard à nourrir, paru il y a quelques années, et on avait ajouté 400 millions de personnes depuis. Donc, pourriez-vous décrypter cette situation agricole en Inde en nous faisant un état de lieu synthétique d'une part, et d'autre part, cette question de la suspension des exportations qui s'appuie sur l'importance de la sécurité alimentaire du pays. Oui, disons que je pense que si on prend un recul historique, il faut se souvenir que quand l'Inde devient indépendante en 1907, elle sort de la très grande famine liée à la Deuxième Guerre mondiale de 1943-44, avec 3-4 millions de morts, etc. Donc, c'est pour cela que très vite, avec une petite parenthèse liée à des importations américaines dans les années 50-60, mais globalement, très vite, l'Inde a pour priorité de ne plus revenir dans ces situations catastrophiques et d'avoir une situation de ce qu'on n'appelait pas encore sécurité alimentaire au niveau national, on appelait ça plutôt l'autosuffisance alimentaire, ou du moins en matière de céréales. D'où la révolution verte lancée en gros au milieu des années 60, qui a plusieurs composantes. On les connaît, l'irrigation, les semences à haut rendement, les engrais chimiques, et aussi le soutien de l'État. Ça, c'est très important parce qu'il va y avoir des prix garantis aux agriculteurs qui, s'ils le veulent, peuvent vendre à l'État de façon à ce qu'ils soient incités à investir. Et donc, il y a une garantie, une absence de risque relatif qui est très, très importante pour cela. Donc, de ce point de vue-là, l'Inde agit pour produire plus. C'est le volet productiviste de la Révolution verte. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est assez remarquable, je trouve, dans cette machinerie qui est construite à partir donc, de 1965, en gros, c'est qu'une fois que l'État achète les grains aux agriculteurs, riz, blé, sucre aussi, les agriculteurs qui le souhaitent, eh bien, il faut en faire quelque chose de ces stocks. Et la priorité alors, officiellement au moins, c'est de redistribuer ces stocks à prix subventionné aux populations qui en ont le plus besoin. Et depuis la loi de sécurité alimentaire de 2013, c'est officiellement les 2/3 des ménages indiens qui a droit à, en gros, la moitié de ses besoins en céréales, en blé, en riz, mais aussi en sucre, en huile, qui sont distribués à prix très subventionné, voire gratuit parfois, par l'État. Donc, vous voyez, cette machinerie, elle sert aussi bien le volet productiviste du côté de l'agriculture que le côté social du point de vue de la consommation. Alors, j'en finis en disant que tout ça ne peut fonctionner qu'avec un assez fort protectionnisme, parce que on se bâtit en protection contre les importations, contre la concurrence des céréales états-uniennes, des céréales européennes, etc., pour se fixer sur la production nationale et le marché intérieur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir la question des exportations ou pas de blé, puisque la priorité restait quand même officiellement, et je pense dans la réalité, pour le gouvernement, pour les gouvernements, depuis des décennies, d'assurer une alimentation aux 1,4 milliard d'habitants. Merci Frédéric pour cette nuance, car quand on lit certains journaux, on a presque l'impression qu'il s'agit d'un complot de la Russie et de l'Inde contre l'Ukraine et l'Occident, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, on va passer à la question de la situation avec une vision du terrain. Audrey Boulot, vous qui êtes représentant d'un ONG SOL, Alternative agroécologique et solidaire, et comme mission, vous avez, je cite, l'agriculture au service de l'humain et de son écosystème. Cela veut dire l'agriculture qui nourrit les hommes durablement. C'est le modèle de l'agroécologie. Alors, quel est votre ressenti et votre analyse par rapport à ce que vous entendez
de Frédéric, et plus précisément, si l'objectif de la Révolution verte était vraiment de nourrir le pays et de le rendre autosuffisant, cela ne semblait pas très durable, évidemment. Alors, quels sont les problèmes que vous rencontrez sur le terrain lorsque vous travaillez avec des agriculteurs? Oui, merci et bonsoir à tous et toutes. Pour peut-être compléter un peu cet état des lieux un peu général, je vais essayer de dessiner un peu quelle est l'organisation d'une ferme un peu typique en Inde et quel est le modèle majoritaire qu'on va trouver dans le pays. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'en Inde, on est majoritairement sur une agriculture de petite surface, hein, avec près de 70% des exploitations qui font moins de 1 hectare et dont la taille est en diminution avec un morcellement des terres et une pression foncière croissante. Mais du coup, l'Inde, c'est vraiment un pays de petits paysans qui représente la majorité des agriculteurs en Inde. Et on va avoir malgré tout une agriculture à plusieurs vitesses, suivant les types de fermes, suivant les régions, suivant les programmes d'État qui ont été mis en place aussi suivant les régions en lien avec la Révolution verte qui auraient été plus ou moins poussées suivant les zones. Mais aujourd'hui, majoritairement, cette agriculture sur petite surface, elle reste très diversifiée. L'objectif en lien avec cette notion d'autosuffisance dont parlait Frédéric à l'échelle du pays, elle se retrouve aussi en fait à l'échelle des familles. On va avoir des fermes qui vont avoir pour objectifs principaux quand même d'assurer l'autosuffisance de la famille avec une agriculture diversifiée, avec au moins 3-4 productions sur chaque ferme, de nombreuses fermes qui sont en système intégré entre agriculture et élevage, et où la vente, la commercialisation des productions va être pour beaucoup, et surtout pour les plus petits, consacrée sur la vente des surplus, quand ce n'est pas des modèles qui sont centrés uniquement sur une agriculture de rente. Il y en a aussi, bien sûr, et dans tous les cas, toutes les fermes vont aussi commercialiser une partie de leur production. Ce qu'on voit sur justement cette partie-là de la production qui va être commercialisée sur les marchés, c'est qu'aujourd'hui, les paysans indiens dépendent de ces règles de marché. Malgré la mise en place de prix minimum, comme cela a été dit, il y a une vulnérabilité quand même importante aux fluctuations de prix et des prix d'achat qui restent faibles, sans pouvoir de négociation de la part des paysans, et peu d'organisations collectives type coopérative, même s'il y en a, il y a de grands exemples en Inde de coopératives aussi, mais ça reste pas majoritaire à l'échelle du pays. Et dans ce contexte, on a aussi de nombreuses difficultés pour les petits producteurs d'arriver à améliorer leur situation, avec des salaires minimums pour les travailleurs agricoles qui sont inégaux en fonction des États et qui restent quand même assez bas, de nombreux membres dans les familles qui doivent migrer temporairement en fonction des périodes de l'année dans les villes pour répondre aux besoins des familles, un faible accès au crédit sécurisé, à la formation, à l'équipement, et des programmes d'État qui existent, certes, mais avec d'importants dysfonctionnements et un accès à ceux-ci qui reste complexe. Et avec la révolution verte, il y a aussi eu une ouverture du marché agricole en Inde sur tous les facteurs de production, et qui a fortement quand même aussi chamboulé le paysage agricole indien, permettant à la fois d'augmenter la production, mais aussi d'avoir d'autres conséquences sur les volets sociaux, économiques et environnementaux. Donc on a à la fois une pression croissante des groupes de l'agro-industrie, à la fois indiens et internationaux, sur ce type de produits, de marchandises, que ce soit les semences, les engrais de synthèse, etc. Et en même temps, des conséquences environnementales et sociales qui sont importantes, que vous connaissez sûrement et sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir aussi. Et pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment important aujourd'hui de regarder l'agriculture indienne en lien avec les changements climatiques que subit l'Inde et le monde aujourd'hui. Et voilà, vous le savez, vous avez suivi l'actualité, on a de très fortes chaleurs qui ont sévi en Inde ce dernier mois. Cela affecte vraiment
de manière très importante les productions agricoles, mais au-delà de ces vagues de chaleur, ben voilà, chaque année, c'est aussi d'importantes sécheresses, d'importantes inondations, des cyclones de plus en plus fréquents et qui en font voilà, un défi majeur pour l'agriculture indienne aujourd'hui en termes d'adaptation. Merci Audrey. Juste un petit rappel pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous pouvez écrire votre question sur la boîte questions-réponses au fur et à mesure du déroulement du webinaire et on va les prendre à la fin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Parce que c'est intéressant la question de la vague de chaleur là, qui a sévi en Inde, parce qu'on a dit que c'était en grande partie à cause de cela que la production de blé était réduite, que du coup les achats par l'État avaient été réduits, que les stocks avaient diminué d'autant et que du coup l'Inde avait arrêté ses exportations. Mais en fait, j'ai regardé, là, apparemment, la production n'est en baisse que de 5%, au pire, je crois, de blé. 3%. Voilà, c'est ça, 3%. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, alors que les achats de blé par l'État ont été divisés par 2. Hein. Ce qui veut dire que l'Inde est vraiment ouverte de plus en plus aux prix mondiaux et que si l'État n'a pas pu acheter du grain comme il le souhaitait, ce n'est pas tellement que la production était trop faible, c'est parce que les agriculteurs ou les intermédiaires ont préféré vendre au secteur privé en espérant profiter des prix mondiaux qui sont devenus supérieurs nettement au prix intérieur. Donc là, l'arrêt des exportations, c'est observé par certains experts comme le fait que la politique de l'État est devenue carrément, en voulant favoriser les consommateurs, hostile aux agriculteurs, du moins hostile aux agriculteurs qui ont assez de surface pour vendre sur le marché. Et j'ai coutume de classer les politiques alimentaires des pays selon ce qu'on appelle le dilemme alimentaire. Hein. Un gouvernement, il peut choisir soit de favoriser le consommateur en laissant pénétrer des importations bon marché ou en freinant les exportations pour faire baisser les prix à l'alimentation, soit il favorise le producteur, mais du coup, les prix alimentaires élevés, les prix agricoles élevés risquent de créer une inflation des prix alimentaires. L'Inde, jusque-là, avait réussi à ne pas choisir, hein, à favoriser et le producteur et le consommateur, comme je l'ai dit. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, de même que pendant la grande crise là, de 2007-2008, visiblement, le gouvernement fédéral a choisi les consommateurs, qui sont plus nombreux que les agriculteurs produisant des surplus et vendant. Mais quand même, il y a un gros risque. Hein, et comme vous l'avez rappelé, les mouvements paysans de l'année dernière sont là pour rappeler l'enjeu de l'agriculture dans ce pays. Merci Frédéric. Je pense qu'on doit traiter cette question en détail aussi parce qu'on est d'accord que l'agriculture indienne a besoin de réformes et le gouvernement actuel a essayé de réformer l'agriculture, mais parce que le système ne fonctionne pas maintenant. C'est ni pour l'environnement, ni pour les agriculteurs et ni pour les consommateurs. Hein. Parce que quand on avait les monocultures, ce n'est pas bon pour la santé forcément. Donc, par ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'agriculture indienne est au centre de l'actualité. Il y a 2 ans, des centaines de milliers d'agriculteurs ont manifesté aux alentours de Delhi contre les 3 lois soutenues par le gouvernement. Une manifestation historique qui a finalement fait réfléchir le gouvernement Modi. Donc, question claire, qu'est-ce que vous pensez des réformes? Est-ce que il y avait une manifestation parce que c'était des réformes en faveur de l'agrobusiness ou qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, bonsoir à tous également. Donc, peut-être avant de répondre à cette question là, sur ces lois et les immenses manifestations qu'elles ont suscitées, je voulais juste revenir sur cette importance de l'agriculture dans l'emploi en Inde. Là, ça a été rappelé au début, il y a près de la moitié des actifs de l'Inde qui travaillent dans le secteur agricole et essayer de mieux identifier qui souffre de la faim ou de la malnutrition en Inde, parce qu'en fait, ce qui est
un peu paradoxal, même si ça se retrouve dans d'autres pays, c'est qu'une bonne partie des personnes qui sont sous-nourries travaillent en fait dans le secteur agricole. Et il me semble qu'il faut parler aussi un peu de réforme pour comprendre qui sont ces familles rurales pauvres, en se rappelant que voilà, si l'Inde a mis en place une politique agricole qui était très ambitieuse avec la Révolution verte, comme on l'a vu, elle a en revanche été plus timide en matière de réforme agraire et de redistribution de la terre. Et ce qui fait qu'il y a de très nombreux foyers qui sont restés sans terre ou qui disposent aujourd'hui de trop peu de terre pour pouvoir vivre de cette agriculture et qui donc tirent l'essentiel de leurs revenus du travail qu'ils font en tant qu'ouvriers agricoles, le plus souvent ouvriers journaliers, sur les terres des autres et sur les terres de ceux qui en disposent, quoi. Et pour donner une idée, en 2011, il y avait ainsi au sein de la population active agricole, il y avait 144 millions d'ouvriers agricoles contre 119 millions de cultivateurs qui disposaient de terres. Et en fait, c'est un fait qui est peu connu car les fermes de l'Inde, comme ça a été rappelé par Audrey tout à l'heure, sont toutes petites. Elles font en moyenne 1 hectare par ferme. Donc, on n'imagine pas facilement qu'elles embauchent de la main-d'œuvre ainsi pour réaliser une partie des travaux. Mais en fait, c'est une réalité. Et ces foyers ruraux qui n'ont pas bénéficié des réformes agraires, ils constituent une sorte d'armée de réserve de la Révolution verte. Mais ils reçoivent des salaires pour ce travail qui sont trop bas pour leur permettre de vivre dignement. Et voilà, d'après les travaux qu'on a pu conduire dans des zones plutôt touchées par la Révolution verte, ce sont vraiment eux qui souffrent de la faim et de la malnutrition en zone rurale, même s'il y a des filets de sécurité divers qui ont été mis en place par l'État, par exemple la distribution publique d'aliments qu'évoquait Frédéric, ou encore la production laitière, l'élevage laitier dont on parlera peut-être après. Du coup, je voulais dire avec ça que l'Inde illustre une situation qui existe dans bien d'autres pays et qui rejoint aussi, on rejoint avec ça un constat qui est souvent dressé à l'échelle mondiale, c'est que voilà, autosuffisance céréalière, oui, mais il y a un problème en fait d'inégalité de revenus, de pauvreté et donc d'accès à une alimentation de qualité en quantité suffisante en fait par toute une partie de la population. Alors, pour revenir à ces lois et ces manifestations qui ont eu cours pendant 18 mois, jusqu'à la décision d'abrogation du gouvernement Modi, pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, même s'il y a eu des alliances et une volonté d'élargissement des manifestants, les populations d'ouvriers agricoles qu'on vient d'évoquer là, elles étaient en fait assez peu représentées parmi les manifestants, qui étaient plutôt des propriétaires cultivateurs des régions du nord de l'Inde, qui étaient très impliqués depuis longtemps dans la révolution verte des céréales. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'ils ont manifesté, ces gens? Donc, pour résumer, ces 3 lois, elles consistaient à libéraliser l'achat, le stockage et plus globalement le commerce intérieur des produits agricoles et en particulier des céréales. Et les agriculteurs de ces régions, qui sont pour nombreux d'entre eux, ils vendent en fait leur production de blé et de riz à l'État dans le cadre des achats publics de céréales qui ont été évoqués par Frédéric. Ils craignaient en fait, à juste titre, il me semble, que cette libéralisation se traduise par des prix plus variables et certaines années orientées à la baisse, en fait. Et ça fragiliserait leur économie, sachant que déjà depuis 2-3 décennies, ils ont quand même, et ça a été évoqué par Audrey, des conditions qui sont moins favorables qu'au tout début de la Révolution verte pour leur économie, parce que le prix des intrants a tendance à augmenter, parce que celui de la main-d'œuvre a tendance à augmenter aussi, même si ça ne suffit pas à faire vivre dignement les travailleurs, là, ce qu'on évoquait avant. Et en fait, aussi, autre point, ces agriculteurs, ils se sont fortement équipés en forage, en tracteurs et même en moissonneuses, avec un endettement et des coûts qui sont associés à cet équipement qui deviennent de plus en plus difficiles à assumer, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont manifesté. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont manifesté, mais il faut bien avoir en tête qu'avec ces 3 lois et plus globalement une libéralisation plus poussée du secteur agricole indien qui est en cours sur différents, voilà, il y a différents aspects, c'est tout un système en fait, et pas que la question de ces cultivateurs qui vendaient aux achats publics, qui est donc tout un système qui est très imparfait à bien des égards, mais qui assure quand même une certaine stabilité qui serait remis en cause, quoi. Et donc, voilà, il y a vraiment cette question-là qui se pose. Et puis, juste pour terminer sur ce point et ces besoins de réforme, parmi les imperfections de ce système, il y en a une majeure qui a aussi un petit peu été évoquée déjà, qui appelle des réformes d'ampleur. C'est vraiment la question environnementale. Et c'est intéressant de souligner d'ailleurs que ce n'était pas du tout une question qui était abordée dans ces manifestations d'agriculteurs. Elle était même presque occultée, alors même que les régions concernées sont très touchées par ce qu'on a coutume d'appeler maintenant la crise environnementale de l'agriculture indienne.
Et voilà, cette crise environnementale, sans forcément rentrer dans les détails, elle découle directement de la révolution verte, avec des questions d'eau, évidemment, de déséquilibre entre les quantités d'eau souterraine qui sont prélevées dans les forages et la recharge naturelle, qui conduit à ce que le niveau des nappes soit abaissé dans certaines régions de manière très forte. Des consommations d'énergie fossile, pour lesquelles, en plus, l'Inde est en partie dépendante des importations. Donc, ça fait un sujet aussi de plus d'actualité sur la table. Il faut de l'énergie fossile pour pomper l'eau, pour alimenter les tracteurs, pour fabriquer les engrais, etc. Et puis, il y a toute cette consommation d'engrais de synthèse qui, à la fois, émet des gaz à effet de serre, pollue les eaux. Et plus récemment, en tout cas pour les herbicides, des consommations à la fois de pesticides, mais plus récemment d'herbicides qui sont en forte croissance. Et là, avec des effets sur les écosystèmes et la santé humaine qui sont très problématiques, on le sait bien. Je suis d'accord. Je veux juste souligner ce point-là. Alors, pourquoi le libre-échange ne peut pas fonctionner dans l'agriculture indienne? C'est clair à vous? C'est une grande question, mais juste des points clés. Je ne sais pas s'il ne peut pas fonctionner. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Inde est rentrée dans un processus de libéralisation de son économie depuis les années 90, mais le secteur agricole est resté très largement à part, même s'il y a des tas de choses qui se passent, et notamment ces lois, les dernières lois qui devaient entrer en vigueur. Il y a des évolutions qui vont dans le sens d'une libéralisation du secteur agricole à plein de niveaux, mais c'est resté un secteur assez protégé, et je pense du fait de l'importance qu'il a pour la population, pour la consommation des Indiens, l'accès à l'alimentation, et le fait que probablement, en tout cas, il y a une intervention forte de l'État pour essayer de sécuriser en fait quelque chose qui est un peu compliqué à faire, puisqu'on a tous ces gens qui vivent en zone rurale, qui n'ont pas forcément de possibilité d'emploi dans les autres secteurs de l'économie. Et donc, alors après, peut-être qu'il pourrait y avoir, on verra bien ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un secteur, et je pense que ce n'est pas pour rien que, sur lequel l'Inde est restée prudente dans la libéralisation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent et qui peuvent évoluer les choses. On a besoin de régulation. Merci beaucoup. C'est juste qu'on va passer sur la question de réserve de stock, que les 3 lois se visent de supprimer les réserves de stock. Mais ces 3 lois ne sont-elles pas en contradiction avec la position de l'Inde à l'OMC? Il y a le programme de Doha lorsque l'Inde s'est opposée à la suppression des réserves alimentaires publiques. Donc, je pose cette question à Julie Jacquet. Elle nous entend? Peut-être, Frédéric, vous pouvez répondre à cette question. Oui, mais je fais un dernier essai. Julie, tu nous entends? Non. Non, c'est bizarre, j'entends un souffle dans mon téléphone. Bon, tant pis, je réponds à sa place. Je dirais que oui, l'Inde a toujours été une gêneuse, si je puis dire, dans le cadre de l'OMC, en raison donc de sa réticence à une libéralisation accentuée de l'agriculture et aussi dans d'autres secteurs. Finalement, la machinerie qu'elle a mise en place est relativement tolérée par l'OMC au nom de la sécurité alimentaire, parce qu'il c'est souvent oublié, mais l'OMC n'est pas qu'un grand méchant libéral, et elle accepte quand même des clauses au nom de la sécurité alimentaire des plus pauvres, des clauses qui permettent une certaine régulation par l'État, et notamment donc, ces achats de grains et ces stocks de sécurité redistribués en Inde. Alors le problème, c'est que si l'Inde devient une exportatrice, là, évidemment, l'OMC risque de vouloir lui taper sur les doigts, mais elle n'a plus beaucoup de pouvoir actuellement, la malheureuse. Mais il n'empêche que du coup, là, c'est toute la position, toute l'argumentation de l'Inde pour défendre sa politique de sécurité alimentaire qui risque de s'écrouler. Et ces 3 lois, est-ce qu'ils peuvent mettre les agriculteurs qui ont des exploitations de petite taille, soit 80%
les agriculteurs en Inde une position de vulnérabilité? Oui, c'est encore moi qui réponds Oui, Frédéric. Oui, oui. Disons que ces trois lois allaient, si je puis dire, dans le sens de l'OMC, hein, puisque ça a accentué une libéralisation qui n'avait pas attendu 2020 pour être faite. Hein. Le paradoxe, c'est que l'interdiction de l'exportation de blé vient donner des arguments, si l'on veut, un peu aux adversaires de ces lois. Hein. C'est-à-dire que Modi a un peu perdu son sang-froid, je dirais, et a fait le contraire de ce qu'il poussait via ces trois lois. Hein. Si les lois avaient passé, il aurait eu plus de mal à interdire ces exportations. Alors après, pour poser la question là, de cette division, de cette hétérogénéité du monde agricole hein, qu'a évoqué Claire entre les propriétaires, les ouvriers agricoles, puis tous ceux qui ont voilà, moins d'un hectare, qui sont à la fois cultivateurs, propriétaires et ouvriers agricoles, ben, vous voyez que ils ont à la fois, selon les années, ils ont à la fois besoin de ce système de distribution publique subventionné, mais aussi s'ils peuvent vendre à l'État ou au secteur privé à des prix intéressants, ils sont preneurs. Hein, donc c'est extrêmement aléatoire. Et là, il y a toute la question du court terme et du long terme chez ces petits exploitants ou ces petits consommateurs aussi, la place de la dette, la place de l'emprunt, emprunt bancaire ou emprunt auprès d'usuriers ou du secteur de la microfinance, etc. Tout ça, ça entre en ligne de compte. Donc, c'est extrêmement difficile de parler comme ça en 2 minutes sur un pays comme cela parce que ça varie énormément selon les régions et selon les groupes sociaux. D'accord, merci. Maintenant, on va peut-être profiter de la présence de vous, Monsieur Gerfello, sur ce plateau. Comment est-ce que le système de distribution publique sert-il la politique de BGP que vous suivez depuis longtemps, hein? Un mot seulement de non-spécialiste, de béotien absolu dans les affaires agricoles, mais qui suit effectivement la politique du BJP et les politiques publiques du BJP, pour dire que finalement, ce qui a longtemps été la règle de conduite, et ce que disait Frédéric tout à l'heure l'illustrait aussi de ce gouvernement, eh bien, c'était de satisfaire les consommateurs davantage que les producteurs parce que l'électorat du BJP, il l'est encore, principalement urbain. Et donc, ne pas avoir dans le panier de la ménagère des prix en hausse, c'était une priorité. C'était, rappelez-vous, déjà un sujet à l'époque de la première expérience du BJP au pouvoir, soit Atal Biharit Vajpayee, et le fait que Vajpayee ait perdu les élections à cause du prix de l'oignon, dit-on encore aujourd'hui, n'est pas passé inaperçu. Donc ça, c'est la première chose à noter. La deuxième, un peu dans le même sens, mais d'un point de vue différent quand même, c'est que ce gouvernement a peu à peu promu ce qu'on peut qualifier d'oligarque, un système économique où la concentration entre les mains d'un petit nombre d'oligopoles est la règle. Pour certains d'entre eux, l'agroalimentaire est devenu une priorité. L'idée que les relais de croissance des entreprises Ambani, des entreprises Adani se trouvent dans l'agroalimentaire, dans l'agrobusiness, comme on dit, hein, eh bien, c'est quelque chose qui a fait son chemin. Et on peut comprendre en partie les lois qui ont fini par être retirées, mais qui sont passées en force au Parlement en 2019, aussi comme des façons de satisfaire des proches du pouvoir, des crony capitalistes, comme on dit aussi sur place. Hein. Là, on voit bien combien le BJP a, de ce point de vue, rompu avec ce qui était sa base traditionnelle. C'était un parti de bagnats, de petits commerçants. Il l'est beaucoup moins. Il est beaucoup plus entre les mains de ceux qui financent des campagnes électorales qui ont coûté en 2019 3,7 milliards de dollars. Donc,
ça nous éloigne un peu de l'agriculture et je ne veux pas continuer dans cette direction, mais je pense que pour comprendre les politiques publiques du parti dans les dernières années, prendre ces deux considérations, ces deux choses en considération, satisfaire l'électorat urbain et d'autre part satisfaire les oligarques du pouvoir, c'est important. Très intéressant, effectivement. Alors, tout ce qui vient d'être dit sur l'agriculture l'indienne est en crise. Les productions baissent, alors les paysans s'endettent, 300 000 agriculteurs se sont suicidés en 2 décennies. Donc, peut-être qu'on peut aborder des bonnes pratiques ou des expériences ou des modèles bénéfiques aux agriculteurs au niveau des États. Donc, peut-être qu'on peut commencer par le modèle de Andhra Pradesh avec vous, Frédéric. L'Inde se targue également d'avoir le plus grand projet agroécologie du monde. D'ici à 2027, l'objectif du gouvernement régional est de convertir 6 millions d'agriculteurs et 8 millions d'hectares pour nourrir ces 53 millions d'habitants. Frédéric, pouvez-vous nous dire en plus sur ce modèle? Oui, c'est intéressant parce que l'Inde, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'agroécologie vue de France, ce sont des militants de base dans des communautés rurales plus ou moins lointaines. En tout cas, c'est un mouvement de base, un mouvement ascendant. Et l'État essaye de suivre, mais on sent bien que l'État n'est pas forcément toujours très motivé pour mettre en œuvre des véritables politiques audacieuses. Et en Inde, ben, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives locales, on rencontre des agriculteurs bio, entre guillemets, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup en pourcentage. Et par contre, bien, il y a des États qui ont un discours et même une politique mise en œuvre très, très audacieuse. Le Sikkim s'est déclaré à 100% bio. En Uttarakhand, un autre État himalayen, il y a aussi des politiques très, 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 très incitatives pour faire des agriculteurs de cet État, hein, des agriculteurs organiques, comme on dit en anglais. Et puis, il y a effectivement l'Andhra Pradesh, avec ce mouvement qui se veut de masse, hein. De masse, mais pas top-down. On n'est pas en Union soviétique, hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une diffusion aussi par les pairs, par les agriculteurs, qui doivent faire passer les messages, les bonnes pratiques, etc. Bon, il n'empêche que c'est quand même un mouvement issu de la capitale, avec un chief minister très, 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 très audacieux, très, très dynamique, célèbre pour sa casquette à la Bill Gates. Alors, il est trop tôt pour savoir ce que ça va donner, hein. Je doute que tous les agriculteurs finissent par suivre ce mouvement. Mais globalement, bon, en 2 mots, hein, on peut dire que c'est un mouvement de conversion à l'agroécologie avec des recettes, entre guillemets, de fertilisation et de lutte contre les insectes et les maladies fondées sur des productions, ce que j'appelle un peu des potions magiques, avec différents ingrédients, mais toujours la bouse de vache et l'urine de vache, attention, des vaches de race traditionnelle. Il y a une inspiration très hindoue, hein, dans ces pratiques qui émanent d'un ingénieur agronome qui ne cache pas, hein, ses sympathies vers le nationalisme hindou. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir de bons rendements par culture, hein. Il s'agit, dans la perspective systémique de l'agroécologie, de raisonner en termes d'écosystème ou d'agro-écosystème, hein. Donc, ce qui compte, ce n'est pas seulement d'avoir tant de quintaux par hectare de riz ou de maïs, mais il s'agit de produire davantage à l'échelle de l'écosystème, en favorisant la biodiversité, en favorisant le renouvellement de la fertilité des sols, etc. Je le répète, il est encore trop tôt pour dire si ce sera un succès, un demi-succès ou carrément un échec. Ce que Bruno Dorin analyse, qui est spécialiste de ce projet, ce qu'il craint en tout cas, c'est notamment la concurrence
volontaire ou pas, de tout le reste du système agroalimentaire, de l'irrigation qui reste subventionnée, voire gratuite, des intrants chimiques, des engrais azotés notamment, qui sont aussi extrêmement subventionnés, du maintien de toutes ces filières de l'agrobusiness qui ont été évoquées et qui servent qui sont plus qu'une alternative face à ce projet d'agriculture naturelle. Donc, il faut faire un effort pour ces agriculteurs pour suivre ce programme qui n'est pas du tout évident. Et pour l'instant, ce serait plutôt les petits agriculteurs, les femmes, etc., qui suivraient ce mouvement vers l'agriculture qu'on appelle naturelle là-bas. On n'appelle pas ça agriculture biologique, tandis que les agriculteurs moyens et gros, alors attention, gros en Inde, ça veut dire plus de 10 hectares, eh bien, resteraient dans ce qu'on appellerait en France l'agriculture conventionnelle. Alors, on aura une période de transition de 2-3 ans. Donc, est-ce que la production, évidemment, va baisser? Donc, comment on peut peut-être avoir la politique pour que les agriculteurs soient compensés pour cette perte de 2 ou 3 ans? Oui, il y a des aides qui sont données par l'État, il y a des subventions qui sont données, des semences qui sont données, tout un système de conseil, de vulgarisation agricole qui existe. Sur le papier, c'est très bien. Dans la réalité, c'est sûrement plus complexe. Alors, il y a un projet de recherche là, qui vient de démarrer, dans lequel Claire et moi, à la marge, appartenons, qui va travailler notamment sur l'Andhra Pradesh, et on vous en dira plus l'année prochaine, alors quand on aura, quand on aura fait du terrain. D'accord, très bien. Maintenant, on peut peut-être passer au rôle des femmes. Question pour Audrey. Quel rôle des femmes dans la réalisation de cette transition agroécologique? Oui. Alors, avant de répondre à la question, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'en parallèle de ces gros programmes d'État, il y a vraiment une société civile sur ce sujet-là aussi qui est très active en Inde, et de nombreux réseaux d'agriculteurs, d'agricultrices qui se mobilisent depuis de nombreuses années pour à la fois soutenir les agriculteurs et les communautés paysannes, et aussi aborder toute cette question de la transition agroécologique, du changement de pratique et du soutien à des systèmes agricoles et alimentaires plus durables. Et c'est vrai que ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que ces projets-là, ils fonctionnent quand ils vont avoir une approche systémique. Voilà, Frédéric parlait aussi de cette question de penser avec l'écosystème, qui est propre aussi à ce concept d'agroécologie. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment important quand on travaille sur cette question du renforcement des capacités des agriculteurs, de prendre en compte l'ensemble des aspects sociologiques, économiques et environnementaux qui sont rattachés à l'activité agricole pour que ça fonctionne et que ce soit pérenne dans la durée. Et c'est vrai que sur ce volet social, le rôle des femmes en Inde, il est particulièrement important. On est sur une agriculture familiale qui concerne l'ensemble des membres de la famille, et où les femmes vont avoir un rôle très important, des savoir-faire aussi associés à leurs pratiques, notamment par exemple sur les semences, en fonction des régions où elles vont avoir souvent ce rôle de à la fois conserver les semences, mais décider aussi chaque année ce qui va être semé, et avoir un rôle de lien aussi avec le reste de la communauté sur ce travail-là de conservation. Et en fait, il y a quand même une division genre qui est importante du travail en Inde, mais où le travail des femmes est encore assez peu reconnu, de même que leur savoir-faire, et où elles subissent aussi d'importantes inégalités dans le milieu agricole. On peut citer là notamment, par exemple, la difficulté d'accéder au foncier, malgré les efforts qui ont été faits au niveau de l'État sur ce sujet. Et c'est vrai que quand on travaille avec les femmes sur cette question de la transition agroécologique, on voit qu'elles vont être aussi motrices du changement de pratique au sein de leur famille, de leur ferme, de par ce rôle en fait central qu'elles vont y jouer. Il y a une vraie
dynamique aujourd'hui dans tous ces programmes d'appui au niveau de la société civile qui incluent et qui sont centrés autour des femmes, notamment via les groupes d'entraide qui sont vraiment très fréquents en Inde, qui, lorsqu'ils sont bien structurés, sont des groupes en fait, qui permettent aux femmes d'échanger, de se coordonner et d'aller au-delà de ces groupes qui sont basés à la base sur le microcrédit, mais qui peuvent être aussi des lieux d'échange et des lieux moteurs en fait, de ces changements dans la transition. Donc c'est vrai que voilà, les femmes sont un maillon central de cette transition agricole et qui permettent aussi voilà, de voir que ce n'est pas seulement une question de pratique et de rendement, cette question de la transition agroécologique, mais avant tout une question voilà, d'autonomie des producteurs, de formation, d'enforcement des capacités et de tout l'aval aussi de la nécessité sur ces modèles agricoles et alimentaires. Il y a la question de la transition des pratiques à l'échelle des fermes, mais il y a surtout aussi la question de l'organisation des filières. On l'évoquait tout à l'heure aussi derrière, pour permettre de rémunérer les producteurs et les productrices à un juste prix, d'avoir voilà, des filières locales qui sont adaptées aux conditions locales, aux ressources locales et qui n'ont pas d'effet trop négatif sur l'environnement. Voilà, c'est vraiment un enjeu de taille à l'échelle de l'Inde et puis à l'échelle de toutes ces localités d'arriver à transformer ces filières pour relever ces défis. Merci Audrey. Julie Jacquet est connectée à nouveau, donc je vais juste poser la question de millet parce qu'elle travaille sur le renouveau de millet. Donc Julie Jacquet, question pour vous. Est-ce que le renouvellement des millet face au changement climatique peut être une solution? Est-ce que c'est une mythe ou il y a la vérité là-dessus? Oui, donc avant de répondre à la question, je vais peut-être un peu présenter ce que sont les millets. Les millets sont une famille de céréales qui sont traditionnellement produites et consommées particulièrement dans le sud de l'Inde. Elles sont connues comme étant des cultures vivrières, pluviales et très résistantes à la fois à la sécheresse et aux maladies. Ils ont été assez écartés des habitudes alimentaires pendant la Révolution verte, qui a, comme on l'a dit, fortement promu la production et la consommation massive donc de riz et de blé. Et donc aujourd'hui, certains acteurs, à la fois publics, privés et aussi de la société civile, s'intéressent aux millets pour des raisons très différentes et qui peuvent donner un certain aspect miraculeux presque à ces céréales, à cette famille de céréales. Parce que les millets sont à la fois présentés pour un intérêt de santé publique. Les millets sont dans l'ensemble très nutritifs d'un point de vue des micronutriments, sont très pauvres en sucre, donc ce qui présente un intérêt dans un contexte où le diabète est une maladie qui augmente fortement en Inde. Et donc certains États de l'Inde et certaines ONG aussi s'intéressent à ces céréales pour ces raisons-là, pour améliorer la santé publique à la fois dans les milieux ruraux, parce que comme Claire Aubron l'a dit tout à l'heure, il y a ce paradoxe où c'est les producteurs qui sont eux-mêmes dans des situations de sous-nutrition, de sous-alimentation. Et aussi, donc, ces États et ces ONG s'intéressent aux millets pour améliorer la santé dans les contextes urbains. Donc voilà, les millets pourraient résoudre ces deux situations très, très contrastées, très complexes, très différentes, toutes les deux en même temps. Et les millets sont aussi présentés pour leur intérêt d'un point de vue de l'agrobiodiversité, pour l'environnement, parce qu'en étant des cultures vivrières, elles ont été produites dans des systèmes intercalaires, donc avec d'autres cultures de subsistance, des légumineuses surtout, donc ce qui présente un avantage nutritionnel pour les agriculteurs et aussi pour la santé des sols et de l'environnement. Et vu que ces céréales sont généralement consommées pour la maison, des cultures vivrières, les agriculteurs utilisent très peu d'engrais chimiques, très peu d'intrants, puisqu'ils sont généralement quand même méfiants de ces produits, même s'ils se sentent pris dans un étau. Et pour les cultures de rente, ils se sentent absolument obligés de s'en servir. Donc les millets sont de cette façon un peu présentés comme un remède potentiel à la crise agricole,
dans un contexte de changement climatique, parce qu'elles sont aussi très résistantes, ils sont aussi vraiment très résistants à la sécheresse. Et donc, dans l'État du Karnataka, où je mène mes recherches de thèse, l'État a mis en place donc, un prix minimum de soutien pour pouvoir acheter ces céréales des petits agriculteurs. Donc, pour revenir à ce que disaient à la fois Audrey et Claire, les agriculteurs, ils ont très peu de parcelles. Donc, ils se trouvent dans une situation où ils aimeraient pouvoir vendre leurs millets. Ils n'ont pas assez de surface pour à la fois faire les millets pour la maison et pour les vendre. Donc, pour l'instant, ils font le choix de cultiver uniquement pour la maison, pour la famille. Il reste que les millets ne sont pas une culture de vente de premier choix. Il y a des cultures de marché qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus moins exigeantes, disons, en travail, en main-d'œuvre en particulier. Et donc, c'est généralement des agriculteurs qui n'ont pas d'autre choix, qui vont faire des millets. Et ils vont chercher, dans ces cas-là, à intensifier leur production. Donc, ils vont commencer par faire des millets tous les ans et sur une plus grande surface dès que c'est possible. Alors que généralement, quand c'était seulement une production vivrière, ils pouvaient en faire tous les 2 ans, garder la production pour l'année d'après et laisser donc une partie de leur terre en jachère. Quand ils cherchent à intensifier, ils vont aussi utiliser plus de fertilisants chimiques. Ils vont utiliser aussi des herbicides qu'ils n'avaient jamais utilisés auparavant avec les millets, parce que justement, il y a aussi ces changements sociaux qui sont quand même en fond. Il y a beaucoup moins de main-d'œuvre présente dans les villages. Il y a moins d'élevage, donc le fumier est moins disponible. Et donc, pour pallier un peu à ce manque de main-d'œuvre, ils utilisent des herbicides. En l'occurrence, les herbicides détruisent la pousse des cultures intercalaires. Donc, ce côté bénéfique, donc on dit dans le discours un peu étatique de la société civile, le côté bénéfique des millets pour la santé publique, pour la nutrition et l'alimentation des agriculteurs, n'est pas tout à fait vrai. Et aussi, face à des pluies qui sont de moins en moins stables, qui peuvent être très abondantes une année, complètement absentes l'année d'après, même quand ils font des millets, les agriculteurs vont chercher à irriguer pour avoir cette stabilité. Parce que certes, les millets sont résistants aux sécheresses, mais les rendements baissent quand même énormément quand il y a une sécheresse. Donc, c'est plus possible de vendre à ce moment-là. Donc, pour répondre à la question, je pense que les millets sont ni mythes ni réalité, dans le sens que, oui, certes, ils présentent des avantages qui, à mon avis, sont incontestables relativement à d'autres céréales, mais je ne pense pas qu'une culture singulière peut résoudre le problème de comment est-ce qu'on nourrit une population, comment est-ce qu'on diminue les écarts de sous-alimentation et de sous-nutrition qui existent. Merci, Julie. On va peut-être passer à la coopérative laitière. Les élevages en Inde maintenant contribuent de plus en plus dans le revenu des agriculteurs. Environ 20% de revenus des agriculteurs vient des élevages. Et il y a 10 ans que c'était à peu près 10%. Et je rappelle que l'Inde est le premier producteur de lait au monde. Et j'ai lu un article il y a quelques jours que Amul, la coopérative laitière, se lance maintenant sur le marché au blé biologique. Donc, question claire, est-ce que ça pourrait être un modèle possible de bonne pratique? Alors, effectivement, je crois qu'il y a des choses intéressantes à tirer de ces coopératives laitières indiennes, en fait, qui sont nées en parallèle de cette révolution verte. L'Inde a mis en place une révolution qu'on a appelée blanche, qui était centrée sur le lait, où il y avait des objectifs d'autosuffisance qui étaient similaires à ceux de la révolution verte, mais pour le lait, là, cette fois-ci, mais les moyens étaient vraiment très différents. Parce qu'en fait, cette politique s'est appuyée sur le modèle d'une coopérative qui a été créée au Gujarat, qui est devenue depuis la coopérative Amul, qui vient d'être évoquée,
Et sur ce modèle-là, en fait, l'État a construit un vaste réseau coopératif de collecte, de transformation et de distribution du lait à l'échelle de l'Inde, avec une collecte qui est caractérisée par le fait qu'elle se fait auprès de tout petits producteurs. Et ça, c'est une différence avec la Révolution verte, qui peuvent avoir 1 à 2 vaches ou bufflesses. Enfin, la plupart, c'est ça la moyenne. Et pour certains, ils sont sans terre même. Et donc, ils élèvent une bufflesse en collectant du fourrage au bord des routes ou des parcelles ou dans les parcelles elles-mêmes. Et donc, il y a une volonté en fait d'inclure des populations qui n'ont pas forcément de revenus par le biais de l'agriculture qui soient assez élevés. Donc, dans l'idée que ces populations, par le biais du lait, vont obtenir un revenu supplémentaire. Donc, il y a vraiment un objectif social à cette révolution blanche qui est à côté de celui de l'autosuffisance laitière. Et ces coopératives laitières, aujourd'hui, elles comptent à peu près 15 millions d'adhérents. Et en fait, elles collectent une faible part de la production de laitière indienne, mais il est vraiment admis aujourd'hui qu'elles ont joué un rôle majeur dans le développement laitier de ce pays, dans la construction du caractère inclusif du marché laitier indien, avec donc ce marché, ces services qui sont accessibles à tous, quel que soit le volume de lait qui est livré. Alors, ce modèle coopératif, il présente lui aussi des limites. Là, je ne vais pas rentrer dedans là maintenant, mais il n'en reste pas moins vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça prouve qu'on peut devenir le premier producteur mondial de lait en s'appuyant sur de tout petits producteurs à qui ça apporte un complément de revenus. Et je pense que ça constitue une référence utile à l'heure où, dans pas mal d'autres pays du monde, en réponse à la même question de l'accroissement de la demande, émergent des très, très grandes fermes laitières. Je pense à d'autres pays d'Asie comme la Chine ou le Vietnam. Donc là, on a vraiment un modèle très différent avec une inclusion sociale qui est beaucoup plus large en fait, que ce qui peut se passer dans d'autres pays. Merci Claire, on a déjà eu 1 heure de discussion et c'est tellement vite déjà. Donc, je vais conclure et puis on va passer à la question-réponse. Alors, je cite le général de Gaulle. Il a dit que « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 200 variétés de fromage ?» À cet homme, peut-être il n'aurait pas aimé d'être premier ministre indien, et moi non plus. D'une part, on a vu la Révolution verte, elle a engendré de nombreux problèmes, comme la pauvreté de sol, l'assèchement des nappes phréatiques, la dégradation de la biodiversité. Mais d'autre part, il y a des raisons pour espérer aussi au niveau des États, comme l'Andhra Pradesh et le Kerala, dont on n'a pas parlé, et dans une certaine mesure, le Telangana aussi. Et j'espère que ce webinaire vous a donné une vue panoramique du paysage agricole de l'Inde et une vue de défis structurels, on dirait. Donc maintenant, peut-être on peut passer à la question-réponse. Et tu vois une question d'un spectateur anonyme. Ouais, ok. Ça, c'est déjà répondu. Alors, Jean-Claude Breton, il pose la question, peut-on comparer les notions d'agroforesterie en Inde et en France? Alors, peut-être Frédéric, vous pouvez répondre à cette question. Si vous avez le bocage normand avec les pommiers au-dessus, l'herbe, et entre les deux, les vaches laitières, c'est de l'agroforesterie. En Inde, ça peut être par exemple du café avec du poivre en dessous. Du moment que vous avez une association entre une strate arborée, des arbres, et puis en gros, en général, des céréales ou des strates inférieures en dessous, avec une complémentarité des espèces qui ont l'avantage en général de donner plus de rendement combiné que prise isolément, et d'entretenir la fertilité du sol sur le long terme grâce à ces complémentarités. Ça peut avoir de gros avantages. Ce qu'on a vu aussi cependant dans un précédent projet là, qui vient de se terminer avec Claire et sous la direction de Laurent Ruiz, un autre projet ANR au Karnataka, c'est que l'agroforêt menée dans certaines exploitations assez grandes, étant donné que ça pousse, si vous voulez, la production,
ça demande notamment beaucoup d'eau. Et du coup, certes, la productivité de la terre est forte, la productivité du travail est forte, mais ça pompe beaucoup les nappes souterraines. Donc, ça n'est pas une solution. Je pense que c'est une solution à mettre en œuvre de façon très prudente dans les milieux semi-arides où les ressources en eau sont faibles. D'accord. Merci Frédéric. Je vous pose une autre question que j'ai sur la situation en général. Nous avons connu une pandémie mondiale, la flambée de prix du pétrole au niveau international, bien sûr, et maintenant une guerre. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité par exemple, le style d'une crise de style 2008, quand on avait la spéculation, flambée de prix, l'inflation partout. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité-là parce qu'on a une atmosphère presque de peur? Donc, ça, c'est une discussion ouverte. Vous pouvez apprendre si vous voulez. Je veux bien apporter un élément. Moi, dans mon souvenir et de ce que j'ai pu lire sur le sujet, il m'a semblé pour ce qui est de l'Inde en tout cas, qu'en 2007-2008, en fait, l'Inde avait été relativement à l'abri en fait de cette flambée des prix et du coup du fait notamment de l'intervention de l'État, des interdictions d'exportation et de la protection et du système d'achat public et de distribution. Donc du fait que l'Inde soit tournée pas mal sur elle-même et qu'elle ait du coup pas vécu comme d'autres pays plus ouverts l'effet de la montée des prix. Mais alors voilà, là, je ne sais pas si la question se référait à l'Inde en particulier ou à d'autres États, mais il me semble que pour ce qui est de l'Inde, en tout cas en 2008, il y avait eu des mesures prises par l'État qui avaient permis d'isoler en fait un petit peu l'Inde de cette question. Mais bon, ça marche pour les céréales, peut-être pas pour tous les produits, donc il faudrait voir pour d'autres aussi. Je pense qu'il n'y a pas eu d'émeute de la faim en 2008 grâce à ça, et je pense qu'il n'y en aura pas non plus en Inde en 2022. Mais il faut voir qu'il y a déjà 8% d'inflation par mois actuellement. Ça grimpe énormément. Et moi, j'ai peur pour l'alimentation, mais surtout pour l'énergie. L'Inde est extrêmement dépendante des importations de pétrole et la flambée des prix de l'énergie créer un prix à la pompe, c'est plus d'1 € le litre d'essence désormais. 1 € en Inde, mais ça a une valeur bien supérieure à ce que ça peut représenter en France. Donc là, c'est vraiment assez catastrophique. Donc ce ne serait pas des émeutes de la faim que je craindrais, ce serait plutôt des émeutes d'autorickshaws et de conducteurs automobiles et d'usagers. Pour compléter, je pense qu'on peut quand même craindre de cette crise qu'elle poursuive en fait cette fragilisation quand même des petits producteurs qui sont dépendants à cette augmentation des prix, que ce soit le pétrole, et qui derrière se traduisent pas forcément par une augmentation des prix des denrées et qui, couplées en fait à des situations climatiques qui font que si les productions ne sont pas au rendez-vous, par exemple sur la prochaine saison, bien sûr, les stocks importants permettent de limiter les impacts à court terme, de même que les systèmes de distribution dont on a parlé, mais c'est un système qui reste quand même qui reste fragile et on l'a dit, l'agriculture indienne est aussi essentiellement pluviale. Donc, dans de nombreuses régions, c'est la saison des pluies qui va dicter les résultats de la production et de l'autonomie des familles sur les mois à venir. Donc voilà, ça reste quand même une fragilité supplémentaire pour les communautés paysannes. Merci. D'accord. On peut peut-être répondre à la question de Damien. C'est une question longue. Bonjour et merci pour votre intervention très riche. Je travaille sur les Émirats arabes unis, où les Indiens constituent la première nationalité, plus de 40% de la population du pays, mais seulement un peu plus de 3 millions de personnes, donc un nombre infime par rapport à 1,4 milliard des Indiens. L'Inde est le premier fournisseur des Émirats en céréales.
pensez-vous que la présence de cette diaspora indienne puisse garantir la poursuite des exportations indiennes de céréales vers les Émirats, comme en 2008, quand le riz avait continué d'être acheminé vers ce pays, où les Émirats ont-ils du souci à se faire pour leur sécurité alimentaire? Donc, oui, ça c'était la question de Damien sur la question des Émirats. Peut-être Frédéric, vous pouvez répondre à cette question. J'ai répondu par écrit en disant, Ah, d'accord. En répondant les deux, c'est-à-dire que oui, l'Inde peut continuer peut-être à exporter vers ces Émirats arabes unis, mais qu'en même temps, c'est vrai que les 10 pays ont sans doute du souci à se faire, mais je pense que d'une part, ils ont les moyens financiers quand même de se payer des importations de grains un peu plus chers. Et je ne sais pas, là, je ne suis pas du tout expert en diaspora, je ne sais pas quel est le poids des immigrés indiens dans les Émirats arabes unis. Il est très important démographiquement. Politiquement, je ne sais pas, il n'est sûrement pas négligeable, mais je ne sais pas si la présence même de ces immigrés peut suffire à maintenir des courants d'exportation. Ça, je n'en sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne question, comme on dit. Merci Frédéric. Donc peut-être qu'on peut l'évoquer un peu, le Farm Initiative lancé par notre président Macron en partenariat avec l'Inde récemment. Et le but, c'est d'éviter la situation de spéculation où il y a une flambée de prix de produits alimentaires qu'on ne peut pas contrôler. Donc, qu'en pensez-vous de cette initiative? En fait, je vais répondre en disant que je ne sais pas trop quoi en penser parce que je connais, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu les débuts là pour l'instant. Donc, je pense que c'est une bonne idée, l'idée de s'intéresser, enfin, de regarder ce qui se passe dans le commerce mondial pour résoudre cette question des crises alimentaires et pas s'intéresser qu'à la production, mais également au commerce. Et donc après, voilà, ça tout dépendra des mesures qui seront véritablement prises, des accords qui seront véritablement pris, parce que pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait l'idée d'assurer une certaine transparence et qu'on puisse être au courant des stocks qui étaient faits dans les différents États et de limiter en fait le fait que les États, enfin, qu'il y ait des endroits dans le monde où on fasse du stockage pour spéculer. Donc ça, je trouve évidemment c'est bien, mais alors après, je ne sais pas si la transparence seule suffira et si il va être possible de contrôler notamment les stocks qui peuvent être faits par les opérateurs privés dans un certain nombre d'endroits. Donc voilà, après, l'Inde, ça fait partie des choses qui ont été discutées lors du passage de Modi en France. Mais bon, c'est après ça que l'Inde a décidé d'interdire les exportations. Mais voilà, tant que c'est au motif avéré de sécurité alimentaire et pas de spéculation, je pense que c'est défendable. Et du coup, voilà, pour l'Inde, tant qu'elle arrive à montrer ça et que c'est pour sa population, pour nourrir sa population, peut-être qu'elle arrivera à se protéger, mais... Je ne vais pas répondre à la question, mais je trouve que d'une façon générale, c'est bien que l'Inde s'intéresse à des pays comme la France, aux pays de l'OCDE, pour sortir d'une vision trop naïve du fait que l'avenir, c'est le libéralisme, hein, comme certains bons apôtres le disaient avant la crise de 2007-2008, en oubliant qu'en fait, comme par hasard, les pays pauvres, d'une façon générale, dans le monde, ils taxent leurs agriculteurs, hein, notamment en laissant passer beaucoup d'importations, comme je l'ai dit, alors que les pays de l'OCDE, ils subventionnent leurs agriculteurs. Alors, ça n'empêche pas les agriculteurs français de se suicider, hein, ou aux États-Unis aussi. Il n'empêche que, comparativement, ils sont en bien meilleure situation en matière de politique agricole que leurs collègues indiens ou d'autres pays, hein. Donc, je pense que ce sont des modèles européens, notamment en termes de paiement des services environnementaux, de financer des mesures agri-environnementales comme on le fait en Europe,
Ça ne marche pas bien en Europe, ce n'est pas du tout facile à mettre en œuvre en Inde parce que vous avez 120 millions d'exploitants qui n'ont pas toujours de compte en banque, avec des types de propriétés très complexes, etc. Il n'empêche que je pense que c'est une des solutions. Il n'y en a pas une à 100%, mais c'est une des solutions qu'il faudrait mettre en œuvre en Inde. D'accord, très bien, merci. On a une question de Jean-Claude Breton. Quelle est la réelle importance de la méthanisation en Inde, très individuelle et villageoise, comparée à la tendance française et les gros biométhaniseurs? C'est clair, Audrey? Vous pouvez répondre. Peut-être qu'Audrey a connaissance de projets, parce que je sais qu'il y a des projets voilà, dans des ONG qui travaillent sur ces questions. Moi, j'en ai très peu vu des méthaniseurs dans la quinzaine de petites régions agricoles. Et quand j'en ai vu, c'est effectivement de toute petite taille. Mais il y a une question qui se pose autour de l'usage de ces méthaniseurs, c'est quelles sont les matières qu'on met dedans et en quoi ça ne fait pas concurrence avec d'autres usages de ces biomasses et de ces matières. Et je pense en particulier aux déjections animales qui sont... Alors, il y a des endroits où c'est déjà une source d'énergie parce qu'on utilise des bouses de vache séchées pour faire la cuisine quand il n'y a pas beaucoup de combustible. Mais évidemment, ça sert aussi beaucoup à renouveler la fertilité des terres ou en tout cas apporter de la matière organique aux terres. Et du coup, ça a d'autres fonctions par rapport à l'eau, par rapport à la nutrition des plantes qui sont vitales elles aussi. Donc, voilà, il y a une question qui se pose autour de la concurrence aussi qu'il peut y avoir si ça venait à se développer fortement. C'est une question qui peut se poser aussi en France. Mais cette méthanisation, c'est de concurrence entre les usages de la matière, des matières. Très bien, merci. Question suivante de Kumar Tangavelu. L'Inde va augmenter la proportion d'éthanol jusqu'à 20% en 2025 dans l'essence carburant, essentiellement à partir de la canne à sucrer. Ok. Cela risque-t-il d'être au détriment de la production alimentaire et donc de la sécurité alimentaire? Plutôt une spécialiste de la production d'éthanol. Mais certainement, dans tous les cas, en Inde, il y a une question de concurrence sur l'utilisation des terres et la répartition qui va en être faite, par qui elle est décidée, etc., pour quelle fin est vraiment essentielle. Donc après, voilà, c'est à voir suivant les contextes locaux des États dans lesquels c'est mis en place. Mais vu l'état de l'utilisation de la terre en Inde, oui, il y aura concurrence fort probablement sur les types de production. Je pense que maintenant, en France, on est sorti du rêve des agrocarburants qui viendraient solutionner le problème énergétique. Au Brésil, ils ont mis de la canne à sucre très tôt dans leur moteur, si je puis dire. Mais au Brésil, vous avez 200 millions de consommateurs, c'est-à-dire moins que la population de l'Uttar Pradesh. Donc, comme on l'a dit, effectivement, comme a dit Audrey, il y a un problème de concurrence. Et l'Inde, les bonnes années, exporte du sucre, mais les mauvaises années, elle n'en exporte pas. Donc, on est quand même un petit peu à flux tendu. Et ça me paraît effectivement assez dangereux pour l'alimentation en édulcorant de la population. D'autant plus comme je l'ai dit, comme le pétrole, ça coûte super cher, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux certaines années importer plus de sucre et moins de pétrole. Pardon, Audrey. Non, pas de souci. Non, je rebondissais d'autant plus que la production aujourd'hui de canne à sucre en Uttar Pradesh, elle est très très loin d'être verte. Elle est assortie de nombreux enjeux environnementaux et sociaux, notamment sur les travailleuses dans les champs de canne à sucre. Donc voilà, c'est aussi supposer quel modèle de production est derrière tout ça. Ok, maintenant je pense qu'on a un peu de temps pour le dernier mot, si vous voulez bien. Et puis, on peut terminer ce webinaire, que c'est le temps. Donc, peut-être on peut commencer par vous, Frédéric. Quoi? On doit dire un mot de conclusion? Ouais, derrière moi, peut-être revenir là sur ces paiements pour services environnementaux ou plus simplement des aides directes
je plaide un peu pour que les agriculteurs indiens aient droit à des aides directes, comme le modèle de la PAC européenne. On ne sortira jamais de ce problème des petites tailles des exploitations, hein. C'est-à-dire que même si on augmente les rendements agricoles par 2, par 3, ben, au lieu d'avoir une misère de roupies, ils auront 2 misères de roupies, 3 misères de roupies comme revenu la plupart des agriculteurs, hein. Donc, il faut que les revenus agricoles, que les revenus des agriculteurs ne viennent pas seulement de la production, mais aussi, je pense, d'aide de l'État ou bien d'aide du secteur privé, hein, peu importe, mais que ce ne soit pas directement lié à la production agricole, qu'on rémunère l'entretien des paysages, etc., que l'écotourisme aussi apporte des revenus, etc. Merci. Audrey, à vous. C'est pas un exercice facile et puis 1 heure, c'est toujours trop court pour parler les d'Inde et de ce sujet-là. Mais oui, en tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec tous. Moi, je crois au contraire que les petites exploitations, ce n'est pas forcément un problème. Certes, il faut les aider, les soutenir. Et je pense que si des prix rémunérateurs sont mis en place, s'il y a un vrai système de soutien qui est en œuvre, mais aussi voilà, une transformation en profondeur des filières de commercialisation. Voilà, ces petites exploitations indiennes, elles ont quand même un grand potentiel pour se développer et développer la situation socio-économique dans les campagnes indiennes. Donc voilà, j'ose prendre le pari qu'on peut arriver à un modèle par ce biais-là aussi. Super, merci. Claire, à vous. Oui, bah, ce n'est pas évident non plus. Puis là, en l'espace, enfin, le temps qu'on a eu, là, c'est vrai que je ne sais pas ce qu'on peut retenir parce que c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très, très compliqué quand même, ce sujet. Mais moi, je me dis que ce que je retiens surtout aussi de cette alimentation en Inde, c'est l'originalité en fait des choix qu'a pu faire l'Inde, voilà, diverses expériences qui ont pu être conduites, soit au niveau de l'État central, soit comme on a pu le voir, le natural farming, des choses comme ça, plus dans certains États, la Révolution blanche. Et donc, voilà, ce que je me dis, c'est que peut-être on peut espérer qu'il y aura que parmi toutes ces solutions qui ont pu être testées, voilà, qu'il y aura une capacité à imaginer quelque chose qui réponde plus aux problèmes qui se posent aujourd'hui, qui sont voilà, des questions de faim qui étaient déjà en vigueur au moment où ça a commencé, tout ça, mais maintenant aussi des questions environnementales et énergétiques, de dépendance, etc., qui me semblent devoir être traitées aujourd'hui. Et peut-être qu'il faut avoir confiance parce qu'il y a eu plein d'expériences très intéressantes, je trouve. Merci beaucoup. Donc, on va juste mettre des liens vers notre site et le newsletter dans le chat. Oui, pardon. Oui, Julie, dernièrement, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, alors je suis d'accord avec tous. Je pense que c'est très compliqué de faire le tour de la question dans si peu de temps. Je pense qu'on est effectivement face à un moment particulièrement complexe, non seulement à cause de la taille démographique de l'Inde, mais aussi il y a un moment où il y a des changements sociaux et agricoles très importants. Et en plus, il y a de la menace, ou pas la menace, mais la situation très réelle des changements climatiques. Et donc, je pense qu'il y a une multiplicité de solutions qui existent et ça passe pas par un seul remède. Mais je pense que effectivement, les questions d'accès à la terre et à des filières rémunératrices sont essentielles. Merci, Julie. Donc, on va juste mettre les liens vers notre site et newsletter dans le chat. Vous pouvez nous suivre en ligne comme ça. Et merci aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Jean-Louis et l'équipe Forum France Inde pour cette opportunité. On aura plus, bien sûr, parce que c'est un sujet qu'on peut faire peut-être 6 ou 7 webinaires facilement. Donc, merci à tous et à bientôt, j'espère. Et bonne soirée.